Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Caroline Lelièvre. Donc, ça y est, nous avons lancé le direct. Bienvenue ici avec nous pour cette troisième édition du festival du film dédié à la transition écolo. Donc, pour ce débat, après votre superbe film, des HLM pour les Cavicole. Cavicole, qui sera également animé, co-animé par Patrice Costa, qui se présentera, qui est un fin connaisseur de la biodiversité, pas seulement lorraine, mondiale. Et puis, nous avons eu deux films. Le deuxième film, c'était Nouveaux paysans, les semeurs d'espoir. Donc, peut-être deux débats, mais selon. Donc, merci à vous d'être avec nous en ligne. Donc, si vous pouviez vous présenter et puis nous dire quelques mots de qu'est-ce qui vous a inspiré à filmer ces petites bestioles. Alors, déjà, merci beaucoup donc, pour l'invitation. Je suis très heureuse que le film ait été sélectionné. Je suis désolée pour le bazar. Je suis en train de déménager, donc c'est un petit peu le bazar derrière moi. Donc, ce film, c'est mon film de Master 2. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle l'IFCAM. Donc, c'est l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Bénigout. Donc, c'est la seule école en documentaire animalier en France. Et donc, on est complètement libre sur les sujets. Et en fait, je me suis intéressée en premier lieu au pic noir et en fait, après, plus à son environnement, à son habitat. Et ça m'a amené également, du coup, à m'intéresser à la gestion forestière. Et donc, avec ma rencontre avec Alain Perçu, donc, qui est forestier et écologue, il m'a un peu ouvert sur ce monde que je connaissais finalement assez mal. Et donc, le sujet, c'était, je voyais d'un côté beaucoup de naturalistes, beaucoup d'amoureux de la nature, construire des nichoirs, voilà, pour aider les oiseaux, pour sauver un peu la biodiversité, et qui, en même temps, dans leur jardin, allaient abattre le vieil arbre au fond du jardin. Et je trouvais qu'on marchait un peu sur la tête, et qu'en fait, ce qu'il fallait finalement rappeler, c'est que le meilleur des habitats, c'est l'habitat naturel et protéger donc ces fameux arbres habitats. Donc après, il y a toute une question sur la gestion forestière en France. Et voilà, comme on le dit Alain Perçu dans le film, pendant de nombreuses années, on pensait combien de production on allait pouvoir faire sur tant de mètres cubes. Et tout ce qui était arbre mort, tout ce qui était vieux branchage, ça partait parce que c'était considéré comme sale. Alors qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on nourrit le sol et qu'on crée du coup de vrais habitats pour de nombreux animaux. Et en même temps que je faisais ce film, il se trouve qu'il y a eu des directives, la directive oiseaux et la directive habitat, qui ont été un peu mises en doute. Et donc, c'était en 2015 et on voulait finalement faire disparaître ces deux directives, qui sont donc européennes et qui permettent de protéger ces milieux. Et heureusement, donc, il y a eu une consultation publique qui a permis de sauvegarder donc, ces deux directives qui permettent de protéger donc, les habitats et donc la biodiversité. Mais attention, il n'est pas dit qu'un jour, elles ne soient pas de nouveau remises en cause parce qu'il y a un gros intérêt financier, économique pour certains lobbies. Voilà. Mais La petite il histoire. faut quand même espérer que tous les veilleurs aujourd'hui, avant on parlait de lanceurs d'alerte, aujourd'hui ce sont des gens qui sont en veille. Alors là, personnellement, j'étais au moment de la directive Habitat au Parlement européen et vraiment, on n'imagine pas aujourd'hui que quelqu'un puisse toucher vraiment à ces directives qui sont qui permettent de la préservation des habitats et des oiseaux. Et nous avons donc, pour parler évidemment de votre film, parce que Patrice l'a vraiment défendu et c'est parce que il vit depuis plusieurs années la nature, la destruction de la nature, mais également la restauration de la nature. Donc, Patrice. Bien, bonjour. Voilà, moi j'ai bien aimé parce que vous démarrez par la construction de nichoirs, hein. Et là où vous faites les gens qui viennent construire ces nichoirs, c'est dans le bocage en fait. Parce que au départ, votre film commence, c'est pas tellement sur le milieu forestier, c'est plus sur le milieu rural.
d'après quand ça démarre. Hein. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'en fait, si on prend tout ce qui s'est passé avec les 30 Glorieuses agricoles et avec le remembrement, avec la disparition des haies, tout ça, ça a été un processus qui a été engagé pendant des années et des années et qui a conduit justement, en partie, à la disparition de la biodiversité en milieu campagnard, en milieu rural. Et ajouter évidemment aux pesticides et tout ça, mais d'abord, c'est ça. Or, justement, ces gens-là font des nichoirs pour remettre des nichoirs, enfin des habitats pour les oiseaux, dans des haies qu'ils reconstruisent en fait. Donc on est en train de voir le processus à l'envers. Maintenant, sur le milieu forestier, effectivement, les arbres habitats, comme on les appelait, ou les arbres de sénescence, qui sont vraiment des écosystèmes à part entière, hein, sur pied, quoi. Ça a été évidemment, avec la monoculture intensive, des peuplements, notamment de résineux, des choses comme ça n'avait absolument pas, ce type d'arbre n'avait absolument pas matière à vivre dans ce genre, enfin à rester plutôt dans ce genre de milieu. Et là, effectivement, ça a contribué assez fortement à la baisse des effectifs d'oiseaux forestiers cavicoles, mais aussi tout ce qui est chiroptère. Parce que les chiroptères utilisent aussi ces anfractuosités dans les arbres. Et ça, c'est fondamental. C'était fondamental pour eux. Je pense notamment au Vespasidion de Daubenton. Mais chez les pics, alors vous avez fait une fixation pour le pic noir, vous. Expliquez-moi pourquoi vous faites une fixation sur le pic noir. Petit amour. Parce que j'en connais un autre qui fait une fixation sur le pic noir. C'est un peu mon personnage, en fait. C'est-à-dire que dans le film, on essaie d'avoir un peu différents personnages et c'est le fil conducteur. Et grâce à lui, je parle d'autre chose, en fait. Et puis, il se trouve aussi que j'avais une petite famille de pics pas très loin et que j'ai suivi sur plusieurs mois entre la construction du nid et l'envol des jeunes. Ouais. D'ailleurs, j'avais oublié l'envol, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour enregistrer, c'était un grand moment, mais je l'ai récupéré après dans l'arbre. Mais du coup, voilà, c'est mon fil conducteur et c'est un peu le porte-parole, quoi. On le voit d'ailleurs au tout début du film, quand on fait les nichoirs, j'ai fait une petite blague où il sort la tête pour regarder ce qui se passe. Il est là tout le temps, en fait. Il est là en fond. Et puis, oui, c'est vrai que c'est un animal magnifique et on adore observer. Ouais, non, mais très bien, très bien. Pas de problème là-dessus. J'ai rien contre le pic noir, bien au contraire. Hein. Alors, juste une question un peu personnelle. Est-ce que vous êtes une ornithologue ou alors est-ce que vous avez découvert le monde des oiseaux ? Disons que je me considère pas comme ornithologue. C'est vrai que là, j'ai fait un autre film, notamment sur les rapaces rupestres et l'impact que peut avoir certains sports de plein air. Et c'est vrai que les oiseaux, j'y reviens quand même assez souvent. Mais avec l'école que j'ai faite, on a été ouvert sur le monde des naturalistes et je me considère pas comme naturaliste. Je fais des documentaires sur la relation de l'homme avec la nature, on va dire. Mais c'est vrai que les oiseaux, ils reviennent souvent. Non, mais ce qui est très bien aussi dans votre film, c'est que il y a un moment, la personne que vous interviewez, là, le forestier, hein, il parle de ces petites parcelles, hein, je crois où il y a pas mal de châtaigniers, oui, c'est ça ? Oui, hein, oui. Qui a échappé, on va dire, justement un peu grâce à la directive Habitat et puis à Natura 2000, hein, ouais. Qui a échappé à la monoculture intensive qu'on voit un peu partout se développer. Hein. Et c'est vrai que le châtaignier, avec toutes les vertus qu'il peut avoir, il n'y a pas que ça, hein, en termes de pollinisation aussi. Mais c'est vrai que c'est bien choisi parce que ce sont des arbres qui sont un peu difformes comme ça, un peu fantomatiques, on va dire. Et c'est vrai qu'ils recèlent énormément d'endroits où la faune s'installe, que ce soit les coléoptères, que ce soit tout ça, c'est très bien. Voilà. Mais ça, c'était un accident, en fait, parce que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a nourri plusieurs familles. Et en fait, ça s'est transmis de génération en génération, mais ça a été à un moment un peu à l'abandon. Et donc, ils n'en ont jamais rien fait, mais du coup, un jour, ils se sont quand même rendus compte que c'était exceptionnel, parce qu'il y a des arbres qui font plus de 2 mètres de diamètre, c'est quand même assez rare. Et il y a à peu près 300 arbres en tout, et tout ça, c'est résulte d'un accident. Mais du coup, c'est merveilleux. On a vu la nature qui s'est construite autour et aujourd'hui, maintenant, c'est protégé. Ouais, c'est quasiment presque une petite forêt primaire hein, quand on voit ce qu'il y a par terre, effectivement. Oui. Ouais. Alors, nous avons des spectateurs qui nous posent certaines questions. Claude, peut-être ? Oui, alors, plus que des questions, c'est 2 commentaires qui s'appliquent, on ne sait pas à quel film, évidemment, mais je pense que ça peut s'appliquer aux deux. Donc, le commentaire, c'est top. J'ai adoré ce film plein d'espoir et de vision sur l'avenir. Comment vous pouvez réagir par rapport à cette perception
nos spectateurs? Alors, j'imagine, j'ai commencé à regarder du coup l'autre film, j'ai pas pu le finir, mais je vais le finir après, qui est en effet pour le coup un film très porteur d'espoir. Sur le mien, je pense que oui, puisque en fait, j'essaie toujours à travers mes films de m'adresser un peu à Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde, et en fait, on prend pas conscience souvent quand on se promène, notamment dans une forêt, qu'on est sur la production de bois ou qu'il n'y a plus de forêt primaire en France. Et on a aussi tendance à penser que la protection de l'environnement, c'est que par des petits gestes simples. Mais en fait, il y a des grandes décisions qui sont extrêmement importantes. Je pense qu'il faut tous qu'on s'implique et qu'on s'intéresse à ça. Et notamment, là, avec la directive Habitat et Oiseaux, ça a prouvé en fait que notre parole compte quand même. Et oui, c'est un film d'espoir, je pense. Moi, je voudrais revenir sur cette histoire de directive, effectivement. Il y a eu une pression des lobbies, oui. Notamment le lobby forestier, hein, et ceux qui sont contre les systèmes, vous savez, PEFC. Et il y a aussi le lobby de la chasse qui a beaucoup poussé sur ces histoires-là. Et effectivement, il y a eu parce que beaucoup de populations en Europe se sont rendues compte qu'il y avait une disparition drastique de la biodiversité un peu partout. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas quasi général. Vous savez, il y a ce fameux rapport qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça sur les zones forestières, sur les zones protégées d'Allemagne, où même dans les zones protégées, 30% des insectes, 30 ou 40% des insectes avaient disparu. Alors, qu'est-ce que ça peut donner en milieu intensif? Et le milieu intensif, en Allemagne, il est quasi partout, en secteur rural. Donc, c'est vrai qu'il y avait une grosse pression pour limiter ça, et que ça n'a finalement pas marché. Mais cette pression aussi du public, hein, sur cette remontée du public sur ces choses-là, elles sont aussi appuyées parce qu'il y a de plus en plus de sciences participatives. Je pense par exemple à Viginature. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont encore fait un inventaire sur les oiseaux communs. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est quand ils faisaient un inventaire sur les oiseaux en milieu rural. Par exemple, c'est grâce au suivi temporel des oiseaux communs, vous savez, le fameux programme Stock, qui est entre autres financé par le Muséum d'histoire naturelle, qu'on s'est rendu compte qu'en l'espace de 10 ans, le petit moineau friqué, qui est un cavicole, lui, hein, qui vit en milieu rural, contrairement à notre moineau domestique et notre piou-piou ici des villes, a disparu de 60%. Il y a une chute de 60% des effectifs en milieu rural. 60% en 10 ans. C'est terrible. Et en milieu forestier, on est à moins 5% à peu près. Il n'y a que les espèces généralistes, c'est-à-dire le pigeon ramier, ces choses-là, celles qui vivent notamment en milieu urbain, qui ont tendance à augmenter d'une vingtaine de pourcents. Pourquoi? Parce qu'en milieu urbain, on pose de plus en plus de nichoirs, hein, que ce soit dans les villes, dans les parcs urbains, chez les particuliers. Et ça, évidemment, en plus avec le nourrissage en hiver, pour les espèces sédentaires, ça favorise la reproduction et donc ça favorise automatiquement les populations. Voilà. Alors, tu nous dis que chute des populations, on le sait. Aggravation avec le réchauffement climatique. Alors, évidemment, c'est une vision un peu noire et négative, mais il faut donner espoir aux gens. Alors, il y a quand même l'espoir de la restauration de la biodiversité. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ça? Oui. Alors, alors, on a parlé de cette arrivée du public, de cette prise de conscience du public au sens large, hein, sur ces questions-là, parce qu'il y a de plus en plus de films, il y a de plus en plus de choses. Mais c'est vrai que les naturalistes, je ne veux pas passer pour un vieux machin, mais enfin, depuis les années, depuis que j'ai 15-16 ans, je m'intéresse à ça. On avait un zoo qui s'appelait le zoo de la forêt de Haye à côté de Nancy, où on recueillait déjà les espèces blessées qu'on présentait au public en disant qu'il fallait arrêter, entre guillemets, de déconner sur ce qui se passait. Je parle de ça, c'était dans les années 70. C'était en plein pendant les 30 glorieuses agricoles, hein. En plus, il y avait la chasse là-dessus, bon, etc. etc. Et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui qu'il se passe des choses très intéressantes dans ce domaine-là, que les gens se sont vraiment, disons, accaparés la problématique. Et à côté de ça, ça arrive à des résultats. C'est vrai que l'Europe a joué énormément, hein, la directive oiseaux, elle date de 1976, mais il y a énormément de choses qui ont joué en sa faveur. La restauration écologique, ça peut marcher quand il y a une protection qui est derrière, et surtout une protection des habitats. Je donne toujours l'exemple, j'ai écrit un bouquin il n'y a pas si longtemps sur le retour des grands prédateurs, hein, dans nos régions du Grand Est, entre autres. On a un oiseau qui est ce qu'on appelle le pigargue à queue blanche, qui est ce qu'on appelle aussi l'aigle de mer, qui est le géant des rapaces du Paléarctique, qui est revenu nidifier en Lorraine, alors que c'est une espèce qui avait quasiment disparu depuis plus de 100 ans.
Il est revenu nidifier tout simplement parce que il y a un enjeu de protection qui s'est accroché à cette espèce. Donc, à force de faire cette protection, sa reproduction a commencé à marcher. Et puis, bon, il y a une expansion de l'espèce qui s'installe sur les territoires favorables. On a fait exactement la même chose avec le balbuzard pêcheur, qui est aussi un rapace qui pêche des poissons, qui est revenu nidifier chez nous. Alors, je ne parle pas encore du loup, je ne parle pas aussi du lynx, puisque les Allemands ont fait un programme de réintroduction du lynx sur le Palatinat qui marche du feu de Dieu. Donc, il y a des choses positives. Moi, ce qui me désole, c'est que très souvent, les choses positives, c'est plutôt sur les espèces emblématiques. Mais ce que j'appelle disons, le bruit de fond, c'est-à-dire tous ces petits oiseaux des campagnes, des choses comme ça, elles continuent malgré tout à disparaître. Alors peut-être qu'effectivement, avec l'arrêt des néonicotinoïdes, quoique, ou du pesticide en milieu rural, c'est d'ailleurs l'autre message qui apparaît dans le film qui a suivi, sur voilà, c'est quoi? Bon, c'est Ferme d'Avenir, c'est un copain à Hulot qui a lancé ça, il y a à peu près 7-8 ans. Ce réseau Ferme d'Avenir, maintenant il y en a je crois 300, on en a quelques-unes ici en Lorraine. Ça marche du feu de Dieu avec la permaculture. Alors évidemment, c'est des petites exploitations, mais même des petites exploitations, elles peuvent très bien être rentables. C'est peut-être un peu ça l'avenir. Donc là, c'est une dose d'espoir, quoi. Voilà. Alors justement, vous Caroline, qui êtes plus jeune que nous, les anciens lanceurs d'alerte, comment est-ce que vous voyez-vous avec vos collègues réalisateurs, donc cette prise en compte de la nature, des relations entre les hommes et la nature dans le cadre du cinéma? Vous pensez que ça va ouvrir, ça va contribuer à ouvrir, que vraiment les réalisateurs, vous êtes intéressés par cette problématique de plus en plus? Alors oui, complètement. Moi, j'ai eu du coup la chance de rencontrer beaucoup de jeunes réalisateurs avec mon réseau et avec l'école. Et en fait, on a le sentiment qu'il y a un renouveau qui se fait depuis une dizaine d'années dans la réalisation de films notamment. Avant, c'était de l'animalier, il y avait beaucoup de monographie, beaucoup de films scientifiques ou des films, on va dire, esthétiques. Là, on est beaucoup plus sur des problématiques environnementales, sur une recherche de solutions. Et puis, en effet, essayer de retrouver le lien entre l'homme et la nature. D'ailleurs, on nous apprend qu'on ne peut pas dire l'homme et la nature, l'homme fait partie de la nature. Et c'est un peu des sujets qu'on essaie de développer et de dire qu'on n'est plus en guerre, parce qu'on l'a peut-être été longtemps pour notre propre survie. Mais aujourd'hui, il faut être en harmonie et il faut essayer de trouver des solutions. Et moi, la permaculture, j'y crois énormément. Après, c'est aussi notre manière de consommer qui doit changer. Et il faut accepter de consommer moins et différemment et pas forcément de manger des fraises en hiver. Mais c'est pas un sacrifice, parce que c'est pour l'avenir. Et je pense que ces films, ils sont extrêmement importants. Et je pense par contre qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle le greenwashing. Je pense que quand on mène des enquêtes, quand on fait des films, on a beaucoup d'associations parfois qui veulent mettre en avant une manière de faire ou un produit, on va dire. Et parfois, c'est pas toujours très cohérent. Et en fait, il faut accepter aussi, il faut avoir, comment dire, une certaine critique sur ce qu'on nous propose aussi à la télévision, dans les films. Il faut qu'on se fasse notre propre opinion. Et je pense qu'il faut faire attention à certains documentaires qui peuvent nous faire croire que c'est la bonne manière d'agir ou de penser ou de faire. Et parfois, c'est du greenwashing. Et donc, il faut toujours avoir une espèce de recul sur ce qu'on nous présente et avoir du bon sens, en fait, je pense. Patrice, qu'est-ce que tu en penses De toute façon, le greenwashing, pendant toute ma carrière de journaliste, je n'ai pas arrêté de dénoncer ça. C'est une évidence. C'est une évidence. Moi, je reviens à ce qu'on disait sur les fermes d'avenir. Cette idée franchement, c'est pas mal. C'est ce qu'ils font, c'est franchement pas mal. Franchement, il y a ici, en plus de ça, ça peut déboucher même sur du social. À Nancy, en Meurthe-et-Moselle, plutôt Nancy et Toul, il y a une association qui s'appelle le Lortie. Et le Lortie fait partie du réseau Ferme d'Avenir. Et ce sont des jeunes en insertion qui travaillent là-dedans. Sur du bio, évidemment. Parce que toutes les fermes d'Avenir, en général, sont toutes bio. Donc voilà. Et ça, je trouve ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et il y a un gars aussi qui a créé une petite exploitation sur le secteur d'Amance et qui, lui, fait de l'agroforesterie. Et il produit du jus de pomme, des choses comme ça, du vin aussi, mais en agroforesterie, dans le cadre du réseau des fermes d'avenir. Ça, je pense que c'est pas mal, oui. Et là, il n'y a pas de greenwashing, forcément.
Non, bah moi je viens de déménager à la campagne et à côté de chez moi il y a la ferme du Boulin et c'est des personnes en réinsertion professionnelle qui font de la permaculture. Et je trouve ça génial. Et c'est vrai, Très ça se bien. développe. Ok. Bien sûr. Claude, En effet, Alors, ça. oui, on a une question, peut-être Patrice, c'est sur le deuxième film. Donc la question, c'est combien de nouvelles fermes de ce type se créent aujourd'hui en France? Et est-ce qu'on a déjà une sensation d'une dynamique déjà perceptible? Alors, bon, ce type de... Bon, faut savoir ce que l'idée que... Comment il s'appelle déjà? Maxime de Montalon, un nom comme ça. L'idée qu'il a lancée, ce gars-là, ça s'adresse surtout à des petites exploitations. Euh, Il y a tout un programme hein, quand on adhère à son réseau à suivre. Donc c'est un petit peu destiné plutôt aux néo-ruraux, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les gens qui arrêtent de travailler dans leur métier originel et qui ont envie de faire de la culture. Alors c'est souvent du maraîchage. Bon. Mais l'objectif, c'est d'atteindre des exploitations de l'ordre de 60-70 hectares, qui soient... C'est d'ailleurs le cas dans le film. Il y a un gars là qui a repris la ferme de son père d'élevage et qui fait en fait de la polyculture. Parce que c'est ça, l'erreur qu'on a faite, enfin l'erreur, c'est toujours pareil, il faut se mettre dans le contexte. Les 30 glorieuses agricoles, elles sont liées à quoi? Déjà, premièrement, aux lois d'orientation agricole de 60-62. Qui c'est qui était derrière? Pisani, hein, le ministre de l'Agriculture de Gaulle. Donc c'est pour ça que, par exemple, la Bretagne, tout à l'heure, j'entendais quelque chose sur les marées vertes. Si on a dit à la Bretagne qu'il fallait faire du porc, les mecs se sont tous mis à faire du porc. Résultat, on a des nitrates en veux-tu, en voilà, c'est bon. Mais c'est ça ce qui s'est passé. Et en fait, il fallait quoi? Il fallait nourrir la France à cette époque-là. Il fallait donc motoriser, arriver les engrais, etc., etc. Là, on change complètement de modèle, on change de paradigme. Donc c'est un processus très long. Mais c'est souvent les crises qui aboutissent à faire basculer le conventionnel dans le raisonné ou dans le biologique, hein. Par exemple, la dernière crise du lait, il y a énormément d'exploitations laitières qui se sont transformées, qui sont parties en conversion bio, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient plus vendre leur lait conventionnel. Alors qu'ils voyaient le voisin qui était en bio, qui lui vendait sa tonne de lait à 380 euros. C'est incroyable, alors que le gars en conventionnel la vendait plus que 100 euros, donc bien en dessous de la valeur de production. Et c'est comme ça que les types ont basculé. Moi, j'ai vu au syndicat des agrobiologistes de Lorraine, par exemple, j'ai vu les dossiers de demande de conversion en bio monter de 30% en l'espace d'un an. Donc ça prouve bien qu'il y a beaucoup d'exploitations, même de grosses exploitations, qui vont dans ce sens-là. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de positif. Maintenant, attention, il ne faut pas oublier qu'en France, le milieu rural, c'est devenu quoi? C'est devenu des grosses exploitations, justement, liées à ce phénomène des 30 Glorieuses. Et ces grosses exploitations, maintenant, c'est difficile d'installer des jeunes là-dedans, puisque c'est de tout un seul tenant, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu le processus est dur, mais c'est qu'on le veuille ou non, c'est l'agriculture d'avenir. C'est une agriculture qui, justement, n'utilise pas de soja. Alors, vous savez ce qui se passe avec le soja, hein. Le Brésil, si la forêt crame, c'est uniquement à cause du soja, entre autres, mais surtout le soja. Donc ça, ce sont des exploitations qui n'utilisent pas de soja, qui vont vers la diversification, qui font de la polyculture. C'est ça l'avenir des paysans. C'est plus vous voyez, le terme, c'est dit dans le film. Il parle de paysans. Revenir au mot paysan et pas au mot chef d'entreprise ou chef de GAEC. Vous voyez ce que je veux dire? Alors justement, il y a une question là. Claude, peut-on rouvrir? Peut-on Peut-on nourrir? nourrir tous les Français uniquement avec les fermes d'avenir? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est les fermes d'avenir. Bon, c'est très bien. Ils ont lancé ces initiatives, mais ce qu'il faut savoir quand même. Et hier, lors d'un débat, nous avions avec nous en direct un agriculteur bio, Luc Muller, donc qui a commencé il y a 30 ans, qui est presque à la retraite là, et donc il a galéré. Il a galéré à peu près pendant 30 ans parce que il voulait prouver que l'agriculture bio, eh bien, on pouvait en vivre. Aujourd'hui, il dit, j'ai un peu honte de le dire, mais je m'en sors vraiment bien. Je m'en sors très bien et mon fils est revenu s'installer à la ferme alors que ce n'était pas prévu. Donc, il y a l'agriculture bio qui aujourd'hui s'en sert, s'en sort bien. Et tant mieux pour eux parce que c'est normal vu tout le travail qu'ils ont enduré pour arriver à ça. Et de plus en plus de fermes conventionnelles
qui se tournent vers l'agriculture bio. Alors, la question c'est, les fermes d'avenir peuvent-elles nourrir la population? Oui, bien sûr. Et toutes les études nous montrent que le bio, aujourd'hui, peut nourrir la France, l'Europe. C'est une autre organisation qu'il faut mettre en place. C'est tout à fait autre chose. Alors, est-ce que c'est dans les crises que ça change? Oui. Mais d'un autre côté, il faut que tout le monde adhère. Nous, consommateurs, nous sommes les premiers responsables. C'est dans le panier de la ménagère ou du ménager que se passe la politique agricole commune au niveau européen. Et lorsqu'on achète un fromage, on fait de la politique. Selon qu'on achète du fromage bio, etc., eh bien, on fait un choix politique. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde, que nous, consommateurs, on devrait être conscients. Oui, tout à fait, c'est exact. Bon, ce que tu disais, effectivement, ceux qui s'installaient en bio il y a une trentaine d'années, ils passaient tous pour des gentils chevelus avec des fleurs dedans. Résultat des courses, moi j'en avais rencontré beaucoup quand j'étais jeune journaliste. J'étais un des rares journalistes à parler d'eux à l'époque. Parce que dans ma tête, c'était ça l'avenir. Hein. Et ces gens-là, maintenant, ils sont à la retraite et c'est leurs enfants qui ont repris. Vous voyez? Et j'ai vu des exploitations, dans le Toulois notamment, où un jeune qui s'est installé en maraîchage, il a maintenant quelque chose comme, je crois, pratiquement 4 ou 5 hectares. Il fait que du bio. Ça marche du feu de Dieu. Il s'est installé sur l'exploitation de son père, qui faisait de l'élevage du lait avant. Et qui continue à faire, enfin, l'exploitation continue à faire du lait en GAEC. Ça marche très très bien. Donc on peut nourrir effectivement les gens. Il ne faut pas oublier aussi que l'agriculture française, hein, qui est notamment énormément céréalière maintenant, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord à l'export. Hein. Attention, on importe beaucoup, mais on exporte pas mal aussi. Hein. La balance commerciale, il me semble qu'elle est plutôt du côté de l'exportation en France. Hein. Au niveau des produits agricoles. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le pays qui est le plus subventionné par la PAC. Alors qu'en parlant de subventions, les bio sont toujours un petit peu dans la galère. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ceux qui sont notamment dans la conversion, vous savez que ça dure grosso modo entre 3 et 5 ans. Pendant 3 ou 5 ans, ils sont en galère, les gars. Difficulté d'arriver à ce qu'ils sortent de leur système. Ils ne sont pas subventionnés pour ça. Alors que vous avez les grandes exploitations en Champagne, ce que j'appelle l'agro-industrie, qui eux, j'ose même pas vous donner les chiffres de ce qu'ils reçoivent de Bruxelles. J'ose même pas vous les donner. C'est phénoménal. Claude, on a beaucoup discuté d'agriculture, mais également pas seulement en France, mais dans le monde. Alors, dans le monde. Déjà, en préalable, tout à l'heure, Patrice, tu évoquais la commande de Pisani. Moi, j'ai eu la chance de participer à une rencontre à laquelle il participait autour du film Petit Paysan, où il expliquait qu'après-guerre, la commande politique, c'était qu'il fallait nourrir tout le monde. Il n'y avait plus de bras pour cultiver les champs comme c'était fait avant, d'où la mécanisation. Mais lui-même disait, la PAC que j'ai créée, je la remets en question parce qu'aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes. Et continuer à surproduire quand on a connu, nous, les plaquettes de beurre qui étaient stockées au congélateur, qui étaient vendues à 1 franc à l'époque, c'était du stock. C'était du stock. Donc, lui-même disait, cette production intense qui ne sert à rien puisqu'on jette, on perd, etc. Le concept est à revoir puisque les données aujourd'hui pour nourrir le monde ne sont plus les mêmes. Alors ça, on l'observe effectivement, Marianne évoquait, on l'observe dans le monde entier, ce phénomène, différemment, mais on a eu un film sur les poulets avant-hier, où effectivement l'Europe exporte les carcasses, etc., et déstructure le marché local. Les paysans vont grossir les bidonvilles et sont les futurs migrants qui vont aller dans les autres pays au nord. On voit aussi, puisqu'il y a un besoin de terre pour cultiver de façon intensive, on voit en Afrique notamment les Indiens, les Chinois qui accaparent les terres et qui font de la culture intensive. Ça veut dire que la population locale ne peut plus faire son agriculture de type familial qui nourrissait la famille et qui était autosuffisante. Donc là, ils produisent en quantité, ils exportent en Chine, en Inde, partout dans le monde.
les paysans locaux, ils n'arrivent plus à se nourrir. Et puis, ça déstructure toute l'économie africaine. Merci beaucoup. Caroline, peut-être le mot de la fin. Nous, on pourrait continuer des heures parce qu'effectivement, l'agriculture, c'est un vaste sujet, mais grâce à vous, grâce aux jeunes réalisatrices et réalisateurs, eh bien, les débats se font à travers la planète et peut-être que c'est ça l'espoir, c'est de trouver ensemble bien une autre manière d'approcher notre planète. Alors les films, c'est important, mais je pense que les festivals comme votre festival sont essentiels. C'est une vraie manière de faire découvrir aussi certains films peut-être qui passent pas souvent à la télé ou qu'on n'a pas forcément l'occasion de regarder. Et surtout, nous, ça nous permet aussi d'échanger. Bon, là, les circonstances cette année sont particulières. On rencontre pas le public en vrai. Mais je suis très contente d'être là et j'espère que votre festival va faire encore de nombreuses années. Mais tout à fait, hein, on vous donne rendez-vous au mois de novembre pour la 4e édition, alors là en présentiel. Et surtout, si vous avez de nouvelles productions à présenter, volontiers, ou si vous avez des amis, réalisateurs, réalisatrices, qui n'hésitent pas. Nous sommes sans doute le premier festival international du film dédié à la transition écologique. Merci à vous d'avoir été présente avec nous. Merci. C'est fini? À ce qui paraît, il me reste quelques secondes pour annoncer le suivant, c'est-à-dire Citoyen Nobel. Magnifique personnage extraordinaire. À vous de le découvrir, je n'en dirai pas plus. On se retrouve après le film.